Voilà, donc votre premier cours de mécanique théorique en distanciel. Alors, la première chose, avant de passer aux questions, j'aimerais bien vous expliquer comment ça va s'organiser, le cours de mécanique cette année-ci. Je vais faire la distinction entre avant et après tout ça. Donc, avant tout ça, on avait des cours en présentiel et on vous donnait des activités Moodle. Monsieur, je sais pas si c'est moi, mais on voit pas. Ah bah oui. Ouais, on ne voit pas. Merci. Voilà, ça c'est une très bonne interaction. Hop. Laissez-moi 5 secondes. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas apparaître? Hop. Bah, pour une raison, c'est bizarre ça. Bon, désolé, hier ça marchait sans problème. Pour tous les autres cours, ça a marché sans problème. Et là, bon, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Hop. Vous voyez l'écran? Ouais. Parfait. Donc, tout ce que je disais, c'était ceci pour l'instant. C'est qu'avant tout ça, il y a eu du présentiel et des activités Moodle. Après tout ça, alors il y a cette semaine-ci qui est un peu bizarre, mais donc je ne vais pas en parler. Après tout ça, vous allez avoir par semaine une fois 2 heures de libre et une fois 2 heures de live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc déjà que les fois où on va se voir, ce sera 2 fois moins. Au lieu d'avoir 4 heures où on se voit par semaine, on se verra 2 heures par semaine. Du coup, on va pouvoir insister sur le livre. Alors le livre, ce sera quoi? Ce seront des activités sur Moodle qui seront des activités simples. Alors, qu'est-ce que j'entends par simple? Pas que ce sera toujours extrêmement facile, mais que pour l'instant, ce qu'on avait mis avant tout ça, c'était des activités complémentaires au cours. C'est-à-dire, on se laisse et des exercices pour vous. Après tout ça, il faut se rendre compte que vous devriez préparer les séances de live. Et donc, ceci, le but, c'est de préparer pour le live. Et donc, comme vous devez le préparer et arriver en ayant réussi à faire les exercices, évidemment, on va mettre des capsules vidéo beaucoup plus adaptées. C'est-à-dire, dans notre idée, ce serait de mettre une petite capsule simple qui vous explique par exemple la dynamique, et puis tout de suite un exercice simple de dynamique pour voir si vous avez compris. Et qu'idéalement, en regardant juste la vidéo, vous serez capable de faire. Pas quelque chose de nouveau avec plein de concepts, etc. Pour prendre un exemple avec ce qu'on a déjà fait, ce serait par exemple une vidéo qui vous explique le plan incliné, et on vous demande de résoudre un plan incliné en changeant un peu l'angle, en ajoutant certaines choses, et peut-être avec une corde. Et puis en live, on fera réponse aux questions. Et puis on fera un ou deux exos de type examen. Et donc si je reprends mon exemple, ça c'est ce qu'on vous demandera de faire en livre, en plusieurs étapes. Et puis les autres types examens, on pourrait refaire ce qu'on avait fait avec la poulie ici.
Voilà. Ça, c'est un peu comme ça que ce sera organisé. Donc après tout ça, vous travaillez 2 heures chez vous avec des activités sur Moodle. Et puis on se voit en live où on répond à vos questions et on fait 1 ou 2 exercices plus compliqués. Sachant cela, entre les deux, on avait normalement l'interrogation. Alors, le problème, c'est qu'on aimerait bien vraiment organiser cette interrogation pour vous. Ça vous permet de faire un premier examen, de voir comment ça se passe. Bon, on vous a donné les révisions qui sont quasi la même chose, hein, mais c'est vrai d'avoir des points là-dessus. Et en plus, ça comptait pour 30%, si vous vous souvenez. Ben, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est pas que nous, en tant que prof, on ne sait pas, c'est que le pays ne sait pas si on sera confiné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans. Donc là, on a un peu bloqué. Pour l'instant, elle est reportée. Mais honnêtement, on est quasi sûr qu'on ne reviendra pas en présentiel. Et donc, on se demande si elle n'est pas annulée. Alors, pour nous, c'est assez clair. Si jamais on ne peut pas revenir en présentiel d'ici Noël, on l'annulera, purement et simplement. Si jamais on peut revenir assez vite en présentiel, imaginons que ce serait tout à fait possible qu'ils disent qu'on ne peut pas revenir donner cours, mais qu'on peut revenir pour passer des examens, par exemple. Eh ben alors là, on la mettra, par exemple, fin novembre, début décembre. Pour l'instant, elle apparaît déjà dans votre horaire, mais c'est une date complètement aléatoire. Faites pas attention, c'était juste pour dire qu'elle n'est pas annulée, a priori, mais reportée. Mais honnêtement, pour l'interro, tout ce que je vous demande, c'est d'être patient, parce que tant qu'on ne sait pas si on est confiné jusqu'à Noël ou pas, nous, on ne peut pas vous dire ce qu'on va faire avec ça. Donc là, il faudra juste être patient. Entre-temps, ces 30% ici, il faut bien faire quelque chose avec. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est que la matière avant tout ça, c'est quoi? C'était le SI, l'algèbre vectorielle, la statique et la cinématique. La matière après tout ça, c'est la dynamique et l'énergétique. Alors, juste pour être bien clair, à l'examen, vous êtes évidemment interrogé sur tout, hein. Mais nous, on va faire un peu cette scission entre les deux, sachant que la matière, avant tout ça, c'est le SI, l'algèbre vectorielle, la statique, la cinématique. Après tout ça sera la dynamique, l'énergétique. Ben, nous, on va décider que cette partie-ci se comptera pour 2 points bonus. Alors, il faut encore que je termine de mettre la cinématique, c'est pas fini, donc il va encore y avoir des activités qui vont se rajouter. Mais si vous réussissez parfaitement le SI, l'algèbre vectorielle, la statique, la cinématique, si vous avez fait toutes les activités qui ont des petites cases, alors vous aurez 2 points bonus. Par contre, après tout ça, c'est assez différent. Après tout ça, on considère que préparer ce qu'il y a sur Moodle, comme c'est vraiment indispensable pour les lives, c'est pas du travail en plus qu'on vous demande de faire pour bien vous préparer, etc. C'est vraiment un travail requis qui doit être fait pour arriver en live préparé. Et donc là, on va considérer que ceci, ce sera la cotation permanente. Cotation permanente, ça veut dire que c'est pas un examen, c'est que ça court que ça continue au cours du quadrimestre et qui sera de 30%. En fait, ça remplacera les 30% de l'interro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais on peut revenir en présentiel et qu'on garde l'interro? Bah, on verra un peu ce que ça donne. Imaginons qu'on revienne le plus tôt possible, le 16 novembre. Alors peut-être qu'on dira, bon, bah en fait, la cotation permanente ici du libre, on va la laisser tomber. Imaginons qu'on ait le temps par contre de revenir juste tout à la fin.
Bon, on pourrait peut-être dire que ce sera 15%, 15%. Ça, on ne sait pas. On n'a pas réfléchi à ce point dans le détail. Et là, pour l'instant, on fait le scénario qui nous semble le plus probable. Le fait qu'on ne revienne pas à l'école avant Noël. Ce serait très étonnant qu'ils nous fassent revenir avant Noël, hein, parce que ça veut dire qu'ils mettraient en péril le fait de passer Noël en famille. Et je pense vraiment pas que la Belgique est prête pour ça, d'être confinée pour Noël. Euh, du coup, le scénario le plus probable, c'est l'interro est annulé. Et les 30% de l'interro, ce sera la cotation permanente sur est-ce que vous avez préparé vos activités sur Moodle. Un dernier point important, c'est que ici, là, on vous demandait pour les 2 points bonus d'avoir quelque chose de parfait, d'avoir réussi à 100% l'exercice, parce que vous pouviez le tester autant de fois que vous vouliez, parce que quand vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un mail en disant monsieur, je suis pas arrivé, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Et donc là, le but, c'est de vraiment vous pousser à atteindre l'excellence, on va dire, à atteindre vraiment le meilleur dans les points bonus dans cette optique. Après tout ça, là, on n'est plus dans cette idée qu'il faut absolument que votre livre il soit parfaitement préparé et que vous ayez tout compris. Bah non, il y a justement le live avec les réponses aux questions. Du coup, ici, c'est de là que vient l'idée simple et c'est aussi, ce sera une cotation permanente beaucoup plus gentille. Typiquement, il faut encore, je verrai vraiment quand je créerai les activités, mais avant tout ça, on demandait 100% au test. Ici, je pourrais peut-être demander 50% pour dire, vous avez essayé, vous avez réussi les questions plus simples, vraiment la base. Et puis, si vous avez fait plus, tant mieux, hein, mais à partir de 50%, je considérais qu'il y a eu du travail, il y a eu une préparation et donc vous êtes prêt. Ça va, donc no stress. En soi, ce sont des points qui seront quasi donnés si vous travaillez. Notre but, c'est pas de vous donner plus ou moins de points, c'est vraiment de vous encourager à le faire. Et il y avait une question. Ouais, donc en fait, c'est des petits tests bonus sur Moodle, quoi. Je les verrai pas comme des tests bonus parce que pour moi, les tests bonus, c'est quelque chose que tu fais en plus. Ici, c'est vraiment le prérequis, ce que tu dois faire pour préparer le cours. Mais genre, dans les prérequis, il y aura, on va dire, des espèces de tests pour vérifier ce qu'on fait, ou ce sera juste, par exemple, faire un exercice et mettre la réponse qu'on a fait l'exercice. Enfin, Il y aura un peu de tout. ok. Ça pourrait être regarder des vidéos, ça pourrait être faire un petit test, ça pourrait faire un travail une fois de temps en temps. Il y aura un peu de tout. Ah ouais. La base, maintenant, la base, c'est regarder une vidéo et faire un test après. Ça, c'est le. Et encore une fois, un test que vous pouvez retenter et tout. C'est pas en mode examen, c'est plus en mode. L'avantage du test, c'est que vous pouvez savoir à la fin si vous avez juste ou faux. Et que nous, on a aussi un endroit où on sait voir quand vous l'avez fait, si ça a été bien fait, etc. Mais donc, oui, je dirais que l'activité principale, ce seront des petits tests Moodle avec des vidéos avant. Est-ce que c'est clair tout ceci? Parce que j'ai pas entendu beaucoup de questions. Oui. Oui. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui. Ok, ça marche. Alors, avant que j'oublie, j'aimerais bien faire un petit sondage avec vous que m'a demandé Madame Marcia. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Non. Hop. Je crée vite un petit sondage. Ah tiens, j'ai pas encore formé sur ce PC. Ok. Voilà. Donc la question c'est, je suis en train de suivre la réunion Teams via mon smartphone, mon PC. Ça va? Vous voyez d'autres options à mettre? On ne sera intéressé, alors j'ai mis anonyme, hein, donc c'est juste pour savoir combien d'étudiants suivent le cours à partir d'un PC et combien le suivent à partir de leur GSM. Question que m'a demandé de poser Madame Marcia. Donc je vous la pose. Hop. Ça va apparaître dans le chat. Voilà, vous voyez, ça apparaît ici et donc vous pouvez choisir et puis envoyer votre vote. Voilà, je vous demandais de suivre ça, c'est juste pour avoir une idée d'un peu la population, de ce qu'il faut mettre en place, etc. Et sur ce,
je retourne au cours. Donc j'insiste, n'hésitez vraiment pas à intervenir. Soit j'ai expliqué ça super bien, soit vous êtes encore endormi et vous n'avez pas pris de café. On va espérer que c'est parce que j'explique ça bien. Mais donc interrompez-moi, hein. Même si vous avez une question qui revient et tout, c'est pas une dictature, c'est un cours. Alors à partir d'aujourd'hui, on va se lancer dans la dynamique. Et on va voir que dans beaucoup d'exercices de dynamique, il y aura la cinématique en fait. C'est pour ça qu'on a vu la cinématique avant, pour bien séparer un peu les choses, alors qu'ici on va commencer un peu à mélanger tout. Normalement, on est juste après tout ça. Quand on voit ça, vous venez d'être un pro en statique. La cinématique, on vient de la voir. Ici, bon, si ça va un peu plus doucement, ça ne me dérange pas. Alors la dynamique, on en avait déjà parlé. La dynamique est la loi fondamentale de la dynamique qui dit que la somme des forces sur un objet, ça crée une accélération pour cet objet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous voyez que si j'avais une voiture, par exemple, que j'ai à pousser ici, mais que quelqu'un pousse dans l'autre sens, ça ne bougeait pas. Par contre, si la somme de mes forces est différente de 0, ça veut dire que si j'ai une résultante des forces, une résultante sur la somme des forces en fait, si j'ai une résultante des forces qui est plus grande que 0, alors mon objet va avoir une accélération. Cependant, tous les objets n'auront pas la même accélération pour la même force. Imaginons que je avec 100 newtons, une voiture d'une tonne. Alors l'accélération dans ce cas-là, elle va dépendre de la masse. C'est-à-dire qu'ici, mon accélération, ça va être la force sur la masse. Hein. Ici, j'ai juste fait passer la masse de l'autre côté. Et donc, je vais avoir 100 sur 1000. Ça fait 0,1 mètres par seconde carré. Ici, vous allez me dire, mais ok, mais pousser avec 100 newtons, ça bouge rien du tout. Je vais avoir une toute petite accélération. Maintenant, si je fais la même chose sur un petit bébé qui pèse 3 kg, alors on va voir quoi? On va voir que l'accélération, ça va être 100 divisé par 3. Mon bébé, il va partir à 33,33333 mètres par seconde carré. C'est pas une bonne idée, sauf si vous n'aimez pas les enfants. Donc la masse, c'est quoi? La masse, c'est le lien entre une force et accélération. C'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression qu'il y a des frottements ou ce genre de choses. En fait, c'est juste tellement lourd qu'on arrive à rien faire. Ça, c'est pour tout ce qui est translation, tout ce qui va en ligne droite. Maintenant, on a vu dans le cours, donc ceci, c'était les translations. Maintenant, on a vu dans le cours les rotations aussi. Dans les rotations, ce qu'on regardait cette fois-ci, c'était les moments de force. Les moments de force, ça ne va pas me créer une accélération, mais ça va me créer une accélération angulaire. Je vais commencer à tourner de plus en plus vite. Donc j'écris ici alpha, exactement comme j'avais écrit de l'autre côté. Et je vais avoir de nouveau quelque chose qui fait le lien entre moment de force et accélération angulaire. Ce lien, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'est le lien entre le moment de force et l'accélération angulaire. Entre les moments de force et l'accélération angulaire. Ça va dire à quel point
ça va être facile ou pas de faire tourner quelque chose. Vous voyez, la masse, c'est à quel point c'est facile ou pas de faire accélérer quelque chose, de faire avancer quelque chose. Imaginons une voiture à l'arrêt. La masse, ça veut dire à quel point ça va être facile de la faire bouger. Le moment de force, imaginez un cercle, un disque à l'arrêt, ça veut dire à quel point c'était facile de commencer à le faire tourner. Alors, on ne vous demande pas de connaître les formules pour le moment d'inertie. Maintenant, le moment d'inertie, ça se calcule comment? Ça se calcule comme ceci. Comment comprendre cette formule-ci? C'est que si jamais je prends par exemple une barre toute fine, sans moment d'inertie, celle-là, et que je mets ici une grosse masse, et là une grosse masse, le moment d'inertie, ça va être quoi? Bah, le moment d'inertie, c'est toujours par rapport à un axe de rotation. Donc par exemple, je pourrais regarder mon moment d'inertie par rapport à ici. Et alors c'est parti, si ici j'ai 2 kg, et disons ici 2 kg aussi, et que ici j'ai 0,5 mètres, mon moment d'inertie, ça va être, ça c'est la masse 1, ça c'est la masse 2, et donc mon moment d'inertie, ça va être pour la masse 1, c'est sa masse fois la distance au carré, plus, donc ça c'est la masse 1, plus la masse fois la distance au carré pour la masse 2. Ça c'est comme ça qu'on peut calculer le moment d'inertie pour des masses ponctuelles. Dès qu'on va avoir des objets qui ne sont pas ponctuels, il y a des formules à calculer. Ça se résout avec des intégrales, si jamais vous avez fait de la physique et des calculs de moment d'inertie. Et par exemple, on peut montrer que si vous avez un cercle plein, ce qui est une poulie en fait, ce qu'on va le plus employer, l'inertie d'une poulie, c'est égal à mr carré sur 2, où r, c'est le rayon de la poulie ici. Pourquoi je vous montre tout ça si ce n'est pas à connaître? Parce que vous ne devez pas connaître tous les moments d'inertie. Parce que de fait, si on a une poulie, si on a un cylindre creux, si on a un cylindre plein, si on a une sphère, chaque fois l'inertie change. Et donc dans tous les exercices, on vous la donnera. On vous dira, le I de la poulie, c'est mr carré sur 2 par exemple. Cependant, ce serait intéressant pour vous que vous reteniez les unités de l'inertie. Et donc l'unité de l'inertie, ce sont des kilogrammes, hein, puisque c'est la masse ici, fois des mètres au carré. Et donc quand je dis de retenir les unités, en fait c'est de retenir, vous voyez ici, ça c'est pour des masses ponctuelles, ça c'est pour une poulie. Alors de fait, il y a un facteur 1,5 pour la poulie, qu'il n'y a pas pour les masses ponctuelles, mais il y a toujours ce côté mr carré. Et ça c'est important, retenez que l'inertie, ça dépend de la masse. Si je suis 2 fois plus lourd, j'ai 2 fois plus d'inertie. Et ça dépend de la distance. Vous voyez mes masses ici, là et là, ben, si je les éloigne, si je les mets 2 fois plus loin, si je les mets là et là, alors mon inertie elle devient 4 fois plus grande, puisque la distance par rapport à l'axe est au carré. Donc ça c'est juste ce que je vous demande, que pour changer l'inertie, j'aimerais bien une poulie qui a plus d'inertie. Ben, je peux augmenter sa masse ou je peux augmenter sa taille, ou les deux. Et que quand vous regardiez dans ce qui vous entoure, que vous fassiez le lien. Ah, c'est un objet très massif, il a une grande inertie. Ah, c'est un objet très massif et très grand et les masses sont très loin du centre, il a une grande inertie. Typiquement, imaginons que vous ayez du métal. Si je mets ici 1 kg de métal comme ceci autour d'une bille, ou si je le mets 1 kg comme ceci,
même si je mets la même masse de métal, donc ici on pourrait imaginer que ce serait beaucoup plus fin que là, bah, même si j'ai la même masse de métal, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus loin. Et donc l'inertie est plus grande. Alors, on en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qu'on verra aussi avec le patinage artistique. Un patineur artistique, alors je suis très mauvais en dessin, mais il y a des moments où il met ses bras le long de lui. Là, je fais comme s'il s'enlace. Donc là, la distance de la masse est basse, et donc l'inertie est basse. Vous voyez, il y a de la masse dans vos bras. Si vous les mettez le long de votre corps, la distance par rapport au centre de rotation, ici souvent, on va tourner sur soi-même. Hein. Nos gymnastes, quand ils veulent par exemple s'envoler et tourner sur eux-mêmes. Ici, ma distance, mes bras, ils sont proches de mon axe de rotation qui est ici. Par contre, à un moment, ils vont écarter les bras. Donc là, la distance augmente et l'inertie augmente. On verra l'effet que ça a plus loin dans le cours, mais j'aimerais bien que ceci, ce soit que vous reteniez de l'inertie. L'inertie, c'est le lien entre moment de force et accélération angulaire. Plus j'ai une grande inertie, moins je vais avoir une accélération au même moment. Que l'inertie, ça dépend de la masse. Si je suis plus lourd, j'ai plus d'inertie. Mais que l'inertie, ça dépend aussi de la distance des masses par rapport au centre de rotation. Plus mes masses sont éloignées de mon centre de rotation, plus j'ai une grande inertie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, monsieur, plus l'inertie est grande, moins l'accélération est grande. Pour les mêmes moments de force, oui. Si tu mets plus de force, alors tu peux atteindre l'accélération angulaire que tu veux. Mais si tu mets une force fixe, et c'est souvent le cas, hein, tu sais monter ta force à l'infini, si tu mets un moment de force fixe, une force fixe, alors la manière dont ça va accélérer, ça va dépendre de la masse et du moment d'inertie. J'ai répondu à ta question? Oui, ok, parfait, merci. Ouais. Okay. Alors, vous remarquez que je l'ai déjà dit, le vrai mot en entier, c'est le moment d'inertie. Souvent, en pratique, je dirais juste l'inertie. Il faut juste faire un peu la distinction entre le moment d'inertie, qui est vraiment quelque chose qui est comme la masse, mais pour les rotations, et tout ce qui est dire quelqu'un, ah ben, là, c'est son inertie, ou pas. Alors, attention, tu as laissé ton micro ouvert. Et donc, quand on dit, ah, ça, c'est par inertie, c'est pas nécessairement de cette inertie-là dont on parle. Hein. En fait, souvent, quand on dit par inertie, c'est justement de ça dont on parle par inertie. Quand on dit par inertie, c'est que la somme des forces vaut 0 et donc on continue à vitesse constante. Quand on dit que j'ai pas réussi à m'arrêter par inertie, ça n'a rien à voir avec ce moment d'inertie là dont on va parler. C'est juste le fait que s'il n'y a pas de force, tu continues à avancer. Ok, allez, c'est parti. Le premier exercice qu'on va faire, c'est regarder un cascadeur. Alors, comme on est en live, je vais malheureusement pas vous laisser des moments où vous essayez vous-même. Mon but, c'est qu'on le résolve ensemble, calmement. Alors, je vais essayer de vous poser un maximum de questions pour voir comment vous feriez. Mais comme je ne sais pas passer chez chacun d'entre vous, regardez si vous faites sur votre feuille ou quoi, on va tout de suite passer ensemble aux exercices. Si vous préférez vous entraîner à les faire, je vous encourage vraiment. Ils sont déjà mis sur Moodle depuis plus d'1 mois. Et donc, n'hésitez pas à les regarder, à essayer. Comme ça, vous arrivez en ayant déjà préparé un maximum. Ok. Alors, ici, on va faire une cascade. C'est-à-dire, j'ai un lustre que vous voyez là, qui est relié par une corde, comme ça, hop, à un cascadeur ici en bas. Imaginons qu'au début, la corde, elle a été fixée au mur, que ça retienne, vous voyez ici il y a un petit nœud, ça la retienne, et mon lustre tenait. Ça, c'est un exercice qu'on aurait pu résoudre. C'est de la statique, soit un lustre attaché au plafond via une corde, trouver les forces, etc. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films d'action. Tout d'un coup, quelqu'un prend la corde du lustre, il coupe ce qui la retient au mur avec une épée ou quoi,
Et alors le lustre descend et mon cascadeur, il monte. Dans le film genre Zorro, Pirates des Caraïbes, ce genre de truc. Ici, on aimerait bien que mon cascadeur arrive à passer à l'étage au-dessus, qu'il arrive ici. Et vous voyez que votre lustre, il est à 9 mètres, et que votre cascadeur, vous lui demandez de monter à 10 mètres. Et donc, si jamais on était un peu plus sadique, on vous demanderait juste comme question, est-ce que c'est possible pour le cascadeur de monter en haut? Ça, c'est la question qu'on pourrait vous poser. Oui? Oh, pardon, pardon, pardon. Pas de question? Ok. Du coup, ici, on va un peu vous guider. Et la première chose qu'on va demander, c'est calculer l'accélération du cascadeur. Comment est-ce que vous feriez pour calculer l'accélération du cascadeur? Comment est-ce que vous résoudrez ce genre de problème? Et là, je vous écoute. F est égal à MA. Ok, ouais, de fait, donc on a je vais l'écrire une fois, hein, la loi fondamentale, ça c'est son petit nom, de la dynamique, qui dit que la somme des forces est égale à ma. Ok, super, et qu'est-ce que je fais avec ça? C'est la même accélération gravitationnelle, enfin 9,81 accélération L'accélération de quoi? du lustre. Et puis en fait, mais pour faire toute la. Pour trouver la. Donc là, on doit chercher la force, Là, on cherche l'accélération l'accélération. avec laquelle monte le bonhomme, ou le lustre, je sais plus, c'est pareil de toute façon, mais l'accélération avec laquelle monte le cascadeur. Mais Donc c'est on cherche ça. 9,81 Pourquoi? parce que parce qu'en fait, le lustre est attiré vers le sol, mais comme on fait avec les poulies, ça revient au même que si on accélérait le personnage, mais vers le bas, en fait, parce on a juste tourné avec les poulies. Alors malheureusement, non. Parce que ton Non? lustre, il est attiré vers le bas, mais ton cascadeur, il est aussi attiré vers le bas par la gravité. Ok. Ah oui. Si ton cascadeur pesait 0 kg, je suis d'accord. Mais il a un poids. On ne devrait pas calculer la force du lustre d'abord et puis il sera redirigé du côté vers le cascadeur vers le haut. Oui, bah en fait, si c'était de la statique, vous auriez fait ça comment? Résoudre ce genre d'exercice. Si on imagine ici que c'est fixé au mur. Tu dois pas calculer Moi, les pas deux censé le faire. accélérations et faire la différence. On se rapproche. Mais donc si on était en statique, on aurait fait ça comment? En étant statique, on devrait diviser. On devrait faire la somme des forces, en fait. Le poids du lustre et ensuite sa tension qui sera égale à la même au poids du mur. C'est ça. Donc ici, on vous dit la somme des forces, donc il faut mettre les forces. Avant de partir dans... En fait, essayez de ne pas aller trop vite, de ne pas tout de suite vous dire, ah, l'accélération, ça va valoir ça. Là, vous voyez, quand vous me parliez d'accélération, à aucun moment vous m'avez vraiment parlé de force, ou alors très brièvement. Donc ici, je vais faire comme avant, je vais faire deux systèmes. Je vais appeler ça le système 1. Mon système 1, c'est le lustre. Et regardons un peu ce qu'il y a comme force dessus. Là, vous m'avez déjà dit qu'il y a son poids. Et on vient aussi de me dire qu'il y avait ici une tension. Alors comme c'est le système 1, je vais l'appeler ça T1 et P1. J'aurai aussi le système 2 qui est le cascadeur. Quelles sont les forces sur mon cascadeur? T1 et P2. Alors, je vais pas encore écrire T1, je vais écrire T2 et P2.
Mais je suis d'accord avec toi que c'est T1. Mais pour l'instant, je vais pas encore l'écrire. Ok. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je trouver P1 et par la suite PT1. On n'a pas encore défini le système d'axe, monsieur. Voilà, c'est la question que j'allais exactement poser à Studinia. Donc de fait, on va trouver que P1 est égal à T1, grosso modo, même si c'est pas exact ce que je viens de dire. Mais pour faire ça, il faut se rendre compte qu'ils vont dans la même direction et donc on va choisir un système d'axe. Vous voulez choisir quoi comme système d'axe pour le système 1? L'origine, c'est mieux. Au sol. Y vers Ok. le bas. Y vers le bas ou Y vers le haut? Choisissez. Vers le haut. Moi, je dis vers le bas pour que ce soit positif, vu qu'il va bouger vers le bas. Ouais, en fait, ça change rien, mais vous pouvez choisir. Alors, comme j'en ai mis beaucoup vers le haut récemment, je vais en mettre un vers le bas. Alors, concernant à ce que l'un d'entre vous vient de dire, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'origine est là. Ici, ce serait pas mal hein, de mettre déjà le système d'axe pour avoir que le 0 est ici, et donc que là, on a une certaine hauteur. Mais je le ferai après. Là, je vais vraiment faire de la dynamique pure, mais c'est pas du tout une mauvaise idée de mettre déjà bien le système d'axe pour quand on fera la cinématique. Là, je vais juste le mettre comme ceci pour l'instant. Mais c'est pas faux, hein. C'est juste pour pas brouillonner le schéma, entre guillemets. Mais t'aurais tout à fait pu faire ça. Donc ici, selon Y. Et là, maintenant, on va se poser une nouvelle question. Dans la direction Y, est-ce que je suis en statique ou en dynamique? Pour le système 1. En dynamique. Pourquoi? Parce que le système, il va bouger, que le lustre, il a une masse et il aura une certaine vitesse pour descendre, en fait. C'est ça. Bah, il était à l'arrêt, et puis tout d'un coup, il commence à accélérer vers le bas. S'il accélère, c'est que sa somme des forces est différente de 0. On est en dynamique. C'est exactement ce que tu viens de dire. Du coup, on aura P1 moins T1. Quand quelqu'un m'a dit ah, bon, on va faire que P1 est égal à T1, bah non, c'est pas P1 est égal à T1. Tout ceci, c'est égal à la masse du lustre, hein, que je vais appeler M1, fois l'accélération dans le système 1. Pour l'instant, je fais les choses vraiment proprement. On verra qu'il y a moyen de dire que A1 c'est A, mais on en reparlera juste après. Alors j'aimerais bien juste insister sur un point. Ici, il y a un plus. Pourquoi il y a un plus? Parce que mon lustre, on s'attend à ce qu'il soit accéléré comme ceci vers le bas. Et donc quand je projette, hein, rappelez-vous que A c'est aussi un vecteur, quand je projette selon mon axe Y, on voit que ça devient un plus. Et donc ça peut valoir la peine que vous dessiniez les vecteurs accélération, parce que si vous faites une erreur de signe ici, vous allez avoir des problèmes. Ça c'est pour mon lustre. Tant qu'on y est, on peut faire la même chose pour le cascadeur. Qu'est-ce qu'on choisit comme système d'axe pour le cascadeur? C'est plus judicieux de choisir le même. On peut choisir le même ou un différent en fait. C'est vraiment égal. Bon, Ici, elle le est... même sens, je voulais dire. Qu'est-ce que tu dis? Le même Le même- sens? Ouais, Ouais. On peut choisir le même sens. Donc, soit on décide de choisir le même système d'axe, Y, soit on décide de choisir quelque chose qui va dans la même direction du mouvement, et on choisit Y comme ceci. Les deux marchent très bien, hein. Ici, pour changer, voilà, je vais faire un système d'axe différent, je vais faire Y qui va vers le haut, qui va dans le même sens, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, tant que vous êtes bien attentif à tous les signes que vous mettez. Donc ici, selon Y, si j'ai mis mon système d'axe ainsi, j'ai T2 moins P2, et ça c'est égal à quoi? M1, M1A2 plus M1A2. Donc M2, hein, puisque c'est la masse de mon cascadeur,
fois A2. Et là, bon, je vais le renoter en vert, ça va être plus, parce que mon accélération, elle va dans le sens de Y. Alors là, je vais faire ma troisième étape, si vous voulez, qui aurait pu être faite avant, hein. C'est juste là pour vous montrer, tiens, si j'avais aucune idée de comment faire cet exercice, je partirais là-dessus. Maintenant, je vais faire les liens. Et je vais écrire ça ici. Les liens entre mes systèmes. Est-ce que vous voyez des liens entre mes deux systèmes? Des tensions qui sont égales, des accélérations qui sont égales, des masses qui sont égales? Est-ce qu'il y a des trucs entre les deux systèmes, comme c'est relié par une corde, qui vont être identiques? Ou qui vont être reliés, par exemple le double de l'un ou quelque chose comme ça. La force de la corde va être la même T1 et T2. Oui. Alors ça, je vais déjà vous le justifier. Car poulie et corde parfaite. Alors, on verra la fois prochaine, et on fera des exercices pour ça, de voir dans quel cas est-ce qu'on peut dire que T1 est égal à T2. Mais pour l'instant, vous pouvez retenir, c'est quand on peut considérer que les poulies et la corde sont parfaites, c'est-à-dire en fait que leur masse est nulle, grosso modo. Grosso modo, ça veut dire que la masse de la corde égale 0 et que l'inertie des poulies égale 0. C'est ça que ça veut dire quand elles sont parfaites et qu'il n'y a pas de frottement non plus. On considère qu'en fait, la corde, elle est juste là pour rediriger la force et que la poulie aussi. C'est qu'elles font rien d'autre, qu'elles ne tournent pas vraiment, qu'elles sont toutes petites. Par exemple, ici, on a un lustre de 120 kg. Bon, on pourrait imaginer que la poulie, elle fasse 100 grammes ou quelque chose comme ça. Dans les trois cas d'exercices qu'on va faire, on va les négliger, mais il y a des exercices où on va pas du tout les négliger. Donc, c'est important de se rendre compte un peu quand on pourra pas. Et ça, on en rediscutera. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de le faire de manière automatique. J'ai pas envie que vous preniez comme automatisme T1 est égal à T2 tout le temps. Non, c'est une condition forte. C'est quand on a des cordes et des poulies vraiment parfaites, sans masse ni rien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire? Ah oui, et du coup, je vais noter ça un petit peu différemment. Je vais écrire T1 égale T2. Et du coup, je vais noter ça ceci. Mon égal avec un petit chapeau, ça veut dire, et j'appelle ça T. Par définition, ce sera T. Comme ça, je pourrais écrire mes équations directement en écrivant P1 moins T et T moins P2. Bon, je veux dire, c'est la tension dans la corde. Il n'y a pas de raison d'avoir une tension 1, une tension 2, c'est la tension. Est-ce qu'il y a un autre lien entre mes deux systèmes? Les accélérations, Oui, qu'est-ce qu'elles ont comme lien? bah, elles vont être pareilles, hein, parce que si le lustre va descendre avec une certaine accélération, il va soulever le bonhomme avec une certaine accélération. La même. Alors ça, la vraie raison, c'est ce qu'on appelle une corde inextensible. C'est-à-dire que si ma corde descend d'un centimètre à gauche, elle monte d'un centimètre à droite. Exactement. Si vous aviez un élastique, une corde qui se tend, alors on n'a pas cette condition-là. Ça, vous pouvez considérer qu'on va toujours, chez nous, c'est toujours le cas. Yups. Ici, toujours le cas. On va un peu mieux comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous le justifier. À l'examen, je vous rappelle, le but c'est que vous soyez capable de faire les exercices. Je vous demanderai pas de la théorie, c'est parce que c'est une corde inextensible, mais c'est intéressant pour moi que vous compreniez ça.
elle vient d'où cette condition? Du fait de dire que si ça bouge d'une certaine façon à gauche, ça bouge exactement de la même façon à droite. Si ce n'était pas le cas, qu'on était tiré par un élastique, pas dire que l'accélération est la même des deux côtés. Donc je peux réécrire mes équations ainsi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi jusque-là? Ouais. Ok. Alors, j'insiste, il n'y a pas de bon ordre et de mauvais ordre, hein. Vous pouvez commencer par ça et puis faire les équations là. Moi, je préfère le faire dans l'autre sens parce que ça me permet de mieux introduire c'est quoi T1, c'est quoi T2, pourquoi est-ce que c'est identique. Donc, c'est aussi pour faire le cours, pour vous apprendre des choses. Maintenant, si je devais résoudre moi l'exercice, j'écris directement ça en fait, hein. Je m'amuse pas à faire il y a T1, il y a 1. Mais on va se méfier parce qu'il y a des exercices où les liens ne seront pas aussi évidents. T1 ne sera pas nécessairement égal à T2. A1 sera peut-être égal à 1 demi fois A2. On verra ça un peu plus en détail. Donc là, j'essaie de faire une méthode générale qui marche dans tous les cas. J'ai pour l'instant un système de deux équations à deux inconnus, à savoir P1 moins T égale M1A et T moins P2 égale M2A. Comment est-ce que je pourrais résoudre ce genre de système? Je vais appeler ça l'équation 1 et ceci l'équation 2. Monsieur, quels sont les inconnus au juste? Alors, je ne connais pas A et je ne connais pas la tension. D'accord. Les masses, en fait, on nous les a données. Tu as le lustre qui a une masse de 121 kg et tu as le cascadeur qui a une masse de 80 kg. Juste additionner les équations et vous trouvez le A direct. C'est ça. Donc, il y a les systèmes d'équations, il y a plusieurs méthodes. Vous pourriez faire une petite matrice, vous pourriez substituer en isolant T, etc. Ici, ce qui est assez intelligent à voir, c'est ce que tu viens de dire, c'est que si je fais la somme des deux, donc si je calcule 1 plus 2, j'ai mes T qui s'annulent. Vous voyez, ici, je vais avoir P1 moins T plus T, donc je vais avoir ça plus ça, hein. Donc ça fait P1 moins T plus T moins P2, donc les T s'annulent et j'ai juste P1 moins P2. Et de l'autre côté, j'ai M1A plus M2A. Si je réécris ceci, ça me fait P1 moins P2 est égal à M1 plus M2A. Alors, cette équation-ci, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez de quel type elle est. Comme ma phrase ne veut pas dire grand-chose, je ne m'attends pas à ce que vous y répondiez, donc je vais y répondre moi-même. Mais en fait, ici, ici, si je considère tout mon objet d'un coup, si je considère tout d'un coup, sans les forces internes, j'ai ici le poids 1, j'ai ici le poids 2, et la masse totale du système, c'est ma masse 1 plus ma masse 2. Je ne vais pas mettre les tensions parce qu'elles s'annulent en fait. Vous voyez, cette tension-là, elle est redirigée ici. Comment s'en rendre compte? J'ai déplié tout ça. Donc si je fais mon dessin, j'ai mon lustre ici qui est relié à mon bonhomme ici.
avec ici donc le poids P1, le poids P2, la tension. Imaginons maintenant que je vais déplier ça. Alors, je vais le faire conceptuellement. Donc, je ne vais pas prendre mon lustre dans la vraie vie et le déplier, mais je vais juste un peu imaginer, tiens, qu'est-ce qui se passe si je redirige tout avec mes cordes. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de dire, je vais ramener le lustre ici. Donc, j'aurai plutôt quelque chose du style comme ceci. Alors, j'insiste, je le fais juste conceptuellement pour voir ce qui se passe au niveau des forces. Alors, P1, il vient là. T, il vient ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, où je vais déplier ça sur le côté. Et donc, j'aurai ici ma deuxième poulie, puisque j'ai déplié par là. Et mon bonhomme qui vient ici. Et donc, en termes de force, j'ai ici P2 et la T. Si maintenant je résous tout ce système d'un coup, j'ai que la somme des forces est égale à la masse totale du système fois l'accélération. C'est quoi la somme des forces? Mettons un système avec Y par ici. Si je le fais selon Y, j'ai moins P1 plus T moins T, ça s'annule, c'est ce qu'on appelle les forces internes au système, plus P2 est égal à la masse totale. Et alors là, rappelons-nous, ce qui est le plus lourd, c'est P1. Donc mon accélération, elle va partir par là. Comme P1, en norme, est plus grand que P2. Et comme ça part par là, je vais avoir un moins ici. Et donc là, je tombe sur P2 moins P1 égale moins m tot fois A. Et si j'enlève le moins, ça fait P1 moins P2 égale m tot fois A. Et la masse totale du système, c'est la masse du lustre plus la masse du cascadeur. Donc ce genre de problème, il y a aussi moyen de le résoudre en considérant tout le système d'un coup. Seulement, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se dire que P1 et P2 ils vont dans la même direction. Parce qu'ils ne vont pas dans la même direction. Si je déplie, on voit bien qu'ils tirent dans des sens opposés sur la corde. Qu'ils tirent ma corde ici vers la gauche, et si c'est à droite, ils la tirent vers la droite. C'est des forces opposées. Donc là, bien faire attention, vous pouvez faire ça, mais il ne faut pas se tromper. Et donc, c'est juste pour vous montrer que la formule qu'on a trouvée ici, c'est une formule logique en fait. C'est l'ensemble de mes forces, ça me crée une accélération sur l'ensemble de mon système, M1 plus M2. Ah. Est-ce que c'est clair ça? Monsieur, Oui. Oui, il y avait une question? est-ce que vous pouvez juste remettre l'autre page, s'il vous plaît? Si jamais c'est pour prendre des notes, je vous donnerai tout ça aussi à la fin. Mais tu peux prendre des notes à ton aise. Et donc ici, je pourrais noter ça. J'aurais aussi pu faire voilà. Personnellement, je vais quasi jamais déplier les systèmes, mais c'est une bonne manière de vérifier. Quand on déplie les systèmes, je trouve qu'on fait vite des petites erreurs d'inattention, typiquement sur le sens de l'accélération, ce genre de choses, et qu'on perd un peu le côté physique. Le côté physique où on pouvait vérifier, tiens, est-ce que physiquement c'est ce à quoi je m'attends? Est-ce que je m'attends bien? Est-ce que mon lustre descend? Ce genre de choses. Maintenant, la formule sur laquelle vous devez tomber, en résolvant tout séparément, bah, ça doit être la même. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, merci. Ça marche. Et donc ici, je voulais juste insister sur le fait que quand vous voyez cette formule-ci, vous devez vous dire, ah, à mon avis, je suis dans le bon. J'ai bien ici mes deux forces qui jouent, P1 et P2, qui me donnent une accélération sur
tout mon système, sans doute que j'ai pas fait d'erreur. Alors, on vous demandait de trouver A. Du coup, A c'est égal à P1 moins P2 sur M1 plus M2. Et donc, on trouve que A, je vais prendre petit g qui vaut 10. Donc, P1, c'était 121 fois 10. P2, c'est 80 fois 10. Et on joue 121 plus 80. Et donc, A est égal, je vais sortir ma calculette. 2,04. Parfait, merci de fait. Mètres par seconde au carré. Donc là, vous venez de faire votre premier exercice de dynamique. Quand on y réfléchit, vous aviez plus ou moins déjà fait ça. Quand on regardait un peu, tiens, une pomme qui tombe, par exemple, ou le tir parabolique. Sauf que là, trouver l'accélération, c'était immédiat. La somme des forces, c'était le poids, et c'était égal à ma. Donc vous trouviez que mg est égal à ma. Donc l'accélération, c'était petit g. Ici, vous voyez que c'est un peu plus complexe que ça. Alors j'aimerais bien réfléchir avec vous un instant sur du coup à quoi ressemblent les forces si je les dessine. Alors je vais le faire ici. Imaginons que j'essaie de faire un dessin à l'échelle. J'aurai une force qui est due au poids. Mais j'ai aussi une force qui est la tension. Mais ici, ma tension est le poids. Si la longueur de ma flèche bleue, de ma tension, était égale à celle du poids, je serai en statique. La somme des forces vaut 0. Mais ici, la somme des forces ne vaut pas 0. Et du coup, la différence que je vais noter ici, la différence qu'on voit ici, ça c'est la somme des forces, c'est la résultante. Et ceci, c'est égal à la masse fois 1 fois A. D'accord? Donc jusqu'à présent, on faisait chaque fois des vecteurs qui, quand on fait la somme, ça donnait 0, parce qu'on était en statique. Mais maintenant, quand je regarde tous mes vecteurs, la somme ne doit pas faire 0. La somme, ça doit donner un vecteur qui est la résultante et qui vaut la masse fois l'accélération. C'est à ça que ça devrait ressembler. Alors, je ne vous demande pas de représenter les schémas, mais juste de vous rendre compte un peu ce que ça veut dire. Et donc, toutes les fois où, très souvent, on a des étudiants qui nous disent « j'ai une corde, une masse ici, m, ah, et donc P égale T, hein, j'ai le poids là, la tension ici, donc P égale T ». Ça, c'est vrai si et seulement si on est en statique. Et qu'il n'y a pas d'autre force, évidemment. Parce que ici, en statique, j'ai bien T moins P égale 0. Mais si je suis en dynamique, j'ai T moins P qui est égal à M. Alors, on ne sait pas dans quel sens ça va aller, donc je vais juste le mettre... allez, je vais écrire plus ou moins MA. Et donc, dans ce cas-là, ben, il faut résoudre l'exercice. La tension subie par la corde va dépendre de l'accélération de l'objet. Bon, là, c'est un peu regarder les choses à l'envers, hein. En vrai, c'est la tension dans la corde qui définit l'accélération de l'objet. Mais j'aimerais bien vraiment que vous évitiez, c'est ça que je vous disais depuis le début de l'année, d'aller trop vite. C'est un peu comme pour les plans inclinés. Au début, on avait vu que si on posait une masse ici, j'ai P qui vaut N. Et vous avez dit, ah ok, N égale P, super. Puis on avait vu que dans un plan, j'ai ici P qu'on pouvait décomposer avec PY
et N. Et donc là, on disait que N est égal à PY. Mais attention, ça c'est chaque fois dans des cas simples. Dès que je rajoute, par exemple ici, une corde, eh ben alors je vais avoir le lien. Ici, j'aurai du TY moins PY plus N égale 0 si je suis en statique. Vous voyez, j'ai PY ici, j'ai TY ici, j'ai N ici. Donc voilà, évitez d'aller trop vite. Posez toujours bien les équations et vérifiez si les équations sont en accord avec votre intuition, mais ne faites pas l'inverse. Ne vous dites pas « Ah, moi j'ai une intuition, là je sens que la tension c'est la même chose que le poids ». Non, ça c'est vrai que si on est en statique, dès qu'on est en dynamique, comme il y a cette accélération qui vient jouer, ma tension et mon poids ne sont pas nécessairement égales. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Non. Tout ça est facile. Ok. Alors bah justement, la question suivante. Donc là, on venait de faire le A, calculer l'accélération du cascadeur. Donc je vais le noter quelque part. Ici, on vient de calculer l'exercice A. Ça, c'est une petite parenthèse. Et maintenant, je vais calculer l'exercice B. L'exercice B, c'est calculer la tension dans la corde lorsque le cascadeur se fait tirer. Alors, on avait nos équations ici, hein. Par exemple, P1 moins T égale MA, ou T2 moins T égale M2A. Donc on peut le faire. Je vais prendre par exemple par l'équation 1. Vous vous souvenez, l'équation 1, c'est celle-ci. C'est P1 moins T égale M1A. P1 moins T égale M1A. Ça veut dire que T est égal à P1 moins MA1. Alors pour le fun, je peux vous montrer que ceci est égal à M1G moins MA1 est égal à M1G moins A. Alors là, si vous voulez, la tension, on peut revoir exactement ça de la même façon. C'est quoi? C'est comme une gravité, mais en fort. Là, normalement, ma tension, il y a le poids qui tire ici avec une certaine force, qui est petit g, avec une certaine accélération. Mais comme j'ai pas 100% du petit g, comme je tombe pas à 9,81 mètres par seconde carré, mais par exemple à 5 mètres par seconde carré, eh ben, c'est la différence qui m'intéresse. C'est ça qu'il va y avoir dans la tension. La tension, c'est de combien, qu'est-ce que j'enlève de la gravité. Et donc ici, j'ai M1 qui valait 121, G qui vaut 10 et A qui veut 2,04. Ce qui me donne, on va calculer, 963,16 newtons. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que mon lustre fait 121 kg. Donc, son poids ici, c'est 121 fois 10, c'est 1210 newtons. Si j'étais en statique, je sais que T devrait contrebalancer ça. Et donc, T serait égal à 1210 newtons. Donc, j'ai besoin d'une corde qui sait soutenir 1210 newtons. Par contre, s'il y a du mouvement, vous voyez ici, ma corde doit soutenir moins. Elle doit juste soutenir 963 newtons. Trouver ce 963, vous voyez qu'avec les équations, c'est pas très compliqué. Maintenant, avoir une intuition que c'était 963, pour moi, c'est gros possible. Hein. Si quelqu'un m'avait dit tout de suite 963 sans rien regarder, sans rien calculer, il est nettement plus fort que moi. Mais c'est juste ça que ça veut dire. Votre corde, elle est pas tendue à fond, parce qu'elle ne retient pas à fond le lustre. Elle est tendue, moins 963 newtons. Et la tension qui manque, les 300 newtons grosso modo qui manquent,
eh ben, c'est ce qui part en accélération. Est-ce que je vous ai toujours avec moi? Oui. Super. Alors, ça, c'était pour la partie dynamique. On a trouvé l'accélération, on a trouvé la tension. C'est un peu comme ça qu'on avait résolu nos exercices de cinématique, si vous vous souvenez. La première question qu'on se posait, c'est quelle est l'accélération du système? Ici, ça nous a juste pris, alors je vais regarder l'heure, mais ça nous a juste pris une bonne heure pour trouver l'accélération. Donc vous voyez qu'ici, en fait, j'ai un magnifique exercice. J'aurais pu dire, c'est fixe au début, la statique. Puis après, je coupe la corde. C'est de la dynamique. Et maintenant, je regarde comment mon bonhomme saute. C'est de la cinématique. Ça, pour nous, c'est l'exercice parfait. Je sais bien que M. Van Laarbeek adore, par exemple, poser ce genre de questions aux examens. Une question où c'est une seule même situation, mais on commence avec de la statique, et puis on coupe un truc, on passe en dynamique, et puis on regarde comment ça bouge, ça devient de la cinématique. Moi, j'aime moins pour des questions d'examen parce que je trouve que c'est un peu trop à tiroir. C'est-à-dire que si vous avez rien compris à la question, vous ratez 3 questions. Donc ça, on va éviter. Mais il faut admettre que d'un point de vue mécanique, d'un point de vue physique, c'est assez chouette d'avoir un exercice qu'on peut résoudre vraiment de A à Z en regardant tout ce qui se passe. Alors la statique, on en a déjà fait plein, donc j'ai pas envie d'en parler. Mais la dynamique et la cinématique, on va en parler. Et donc ça, c'est la suite. La cinématique avec le C, le D et le E. Alors la première chose qu'on vous demande, c'est j'ai un lustre. Il a une accélération de 2,04 mètres par seconde carré. Combien de temps lui faut-il pour venir poser au sol? C'est le C. Je vais chercher le temps de chute du lustre, que je vais noter TCH. Alors, rappel, on vient de trouver A qui est égal à 2,04 mètres par seconde carré. Comment est-ce que je peux résoudre ceci? Vous voyez, j'ai refait un schéma vide pour faire l'exercice à part. Vous, à l'examen, soit vous faites un nouveau schéma, soit vous repartez de l'ancien, soit vous avez déjà prévu l'ancien qui marche pour les deux, comme l'avait dit Boris tantôt. Ça, c'est vous qui voyez. Mais donc, comment est-ce que je peux faire? Pour tous les exercices de cinématique, par quoi est-ce qu'on a toujours commencé? On écrit les équations de la cinématique. Ouais, pour moi, c'est l'étape 2. Ouais, ça marche aussi. Pour moi, 1, c'est le schéma. 2, c'est l'origine. L'origine, Ouais, mais je mets ça dans le schéma. Mais schéma, donc plus axe, plus origine. Ce que tu avais déjà proposé de faire tantôt. d'accord. Et puis après 2, les équations du mouvement. Maintenant, encore une fois, on peut faire l'un puis l'autre. Mais donc, de fait, le schéma, bah, il est déjà dessiné. Mais par contre, il y avait les origines. Et hop. Ok, vous voulez votre axe dans quel sens? On ne sait pas garder le même axe qu'au départ. On peut garder le même axe au départ. Hop. Et où est-ce que je mets le 0? Au sol, au niveau du sol, pour avoir les mêmes origines pour les deux. Ok. Et donc ici, je suis à quelle hauteur? -9. Moins 9. Alors ça, voilà, c'est parce que c'est celui qui a pris la parole, hein. Moi, personnellement, bah, c'est vraiment une question personnelle.
Moi, personnellement, j'aurais fait ça. Mais les deux marchent tout aussi bien. Tant que vous choisissez un système d'axe qui vous plaît, avec lequel vous êtes à l'aise et vous vous trompez pas, moi, tout me va. Donc, on va partir là-dedans. Quelles sont les équations de mon mouvement? Donc, rappelez-vous, quand on est intéressé par les équations du mouvement, on est intéressé par l'accélération, la vitesse au cours du temps et la position au cours du temps. C'est ça les équations du mouvement. Donc, que vaut mon accélération? 2,04. 2,04. Ok. Pourquoi 2,04 et pas moins 2,04? Parce que c'est dans le sens de l'origine. Voilà, mon accélération, elle va vers le bas, et donc elle est dans le sens de mon axe. Que vaut la vitesse? Alors moi, je vous encourage toujours à d'abord réécrire la formule. Comme ça, si jamais il y a un problème quelque part, ça vous fait déjà des petits points à l'examen, et en plus, ça évite de faire des erreurs, et ça vous permet de la retenir plus facilement. Donc, quelle est la formule de la vitesse? Pour ici, un MRU en soi, j'ai une accélération, donc c'est un MRUA. C'est quoi la formule de la vitesse? Accélération fois le temps, plus V0. Ouais, V0 plus accélération fois le temps. Et donc ici, qu'est-ce que ça vaut dans ce cas particulier? T, mais on ne connaît pas le temps, le T. Alors ça vaut donc A 2,04 fois T. Alors le temps, tu le connais pas. C'est une fonction qui dépend du temps. Donc tu peux donner le temps qui vaut 0, ta vitesse vaudra 0. Si tu donnes 1, ta vitesse vaudra 2,04. Si tu donnes un temps de 2, ça vaudra 4,2. Ça, c'est vraiment la fonction de comment évolue ta vitesse au cours du temps. Donc c'est normal que tu ne le connaisses pas. Tu vois, c'est comme si je te dis f de x égale x carré, ça n'a pas de sens de me dire que tu ne connais pas x, c'est la fonction, c'est comme ça que ça varie. Tu me donnes un x, je trouve la valeur de la fonction. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Oh, ouais. Et donc, y de t, c'est quoi la formule? Y0 plus V0T plus 1 demi de AT carré. Voilà. Ça doit sortir tout seul, hein. Quelle est la position initiale? Moins 9. Et ensuite, je continue comment? V0 est nul dans 1 demi de 2,4 fois T carré. Donc 1,2. 1,02, je veux dire. Voilà. Si j'étais trop vite, n'hésitez pas, mais on a juste remplacé ici. Ok. Alors vous voyez que pour moi, réussir à faire les équations du mouvement, j'ai absolument besoin de mon système d'axe, et donc je fais toujours mon système d'axe avant les équations du mouvement. Et c'est pour ça que tantôt, on avait proposé, plutôt que de mettre mes systèmes d'axe ici, pour juste une direction, de tout de suite bien le mettre avec l'origine ici, mais j'avais pas envie de faire apparaître de moins 9, etc. par là pour l'instant, mais vous auriez pu. Ok, ensuite, c'est ce que j'appelle la résolution, mais en soi, tout est une résolution, donc c'est pas un super mot, mais ici, je cherche TCH. Comment est-ce que je pourrais trouver TCH? Qu'est-ce que je connais quand je suis en bas, en montant de chute? On connaît la position finale. C'est ça. Donc pour ceux qui n'ont pas répondu, en soi, je pourrais connaître trois trucs. Je pourrais connaître l'accélération, mais ça m'apporte rien, elle est tout le temps la même. Je pourrais connaître la vitesse, ben je connais pas ma vitesse à cet endroit-là. Et je pourrais connaître la position, et ça, je la connais de fait. Donc je sais que la position en bas, c'est 0. Et que ça, c'est égal à moins 9 plus 1,0 fois. Et donc je peux résoudre en disant que t chute, c'est égal à 9 divisé par 1,02 sous la racine, ce qui fait grosso modo 3. On va le calculer précisément, même si dans l'énoncé, j'ai mis comme réponse juste 3. Voilà, ça fait 2,97 secondes.
Voilà un petit exercice de chute libre entre guillemets. C'est une chute libre dans le sens c'est exactement les mêmes équations, hein, à la seule différence près qu'on n'est pas en chute avec une accélération de 10 mètres par seconde carré, mais avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc en somme, mon lustre, il va tomber, mais beaucoup plus doucement qu'habituellement. C'est normal. En soi, il est freiné, entre guillemets, par le bonhomme qui tire de l'autre côté de la corde. Donc il va tomber moins vite. Ce qui est heureusement, hein. Comme ça, mon bonhomme, il n'est pas catapulté vers le haut, mais il est accéléré beaucoup plus gentiment. Ça, c'est le C. Ensuite, alors j'ai besoin d'un peu plus de feuilles. Hop là. Ensuite, vous demandez le D, c'est de trouver la vitesse du cascadeur lorsque le lustre touchera le sol. Et puis, faire quasi le E tout de suite, c'est déterminer jusqu'à quelle hauteur maximale il me montera. Donc ça, c'est le D. Le D, c'est quelle est la vitesse du cascadeur au temps de chute en fait. C'est-à-dire, quelle est la vitesse du cascadeur après 2,97 secondes. Si c'était bien 2,97, oui, c'était bien ça. Comment est-ce que je résous ce genre d'exercice? Comment est-ce que je peux faire ça? Ben, on fait pareil, on détermine le système d'axe, on écrit les équations. Ok, quel système d'axe souhaitez-vous? On prend le même que pour celui-ci? On prend un autre? C'est comme vous voulez. On peut prendre Y vers le haut et l'origine au sol. Ouais, on peut faire ça. Alors, encore une fois, c'est une question de choix. Vous pouvez prendre le même. Là, ça m'intéresse de faire des différences de système d'axe. Ça, vous voyez simplement qu'on adapte les équations. On met le 0 où? Au sol, Ok, et ici, donc, on a quelle position? 9. Bon, idéalement, il faudrait mettre que c'est des mètres. Et donc ici, mes équations. Mon accélération, elle vaut 2,04 plus ou moins? Plus, Plus, hein, puisque je vais vers le haut. Ma vitesse au cours du temps, elle vaut V0 plus AT. Et je pourrais mettre la position, mais je m'en fous. Ici, j'ai juste besoin de la vitesse. Je cherche la vitesse après 2,97 secondes. Et donc ça fait 2,04 fois 2,97. 0,06 de mémoire. Ça va ça? monsieur, si on voulait faire la position de l'origine, Y0 serait 0 ou bien 9. La position à l'origine, ce serait 0. Parce que pour l'instant, on regarde. Hop. Trouver la vitesse du cascadeur lorsque le lustre touchera le sol. Ça veut dire que mon cascadeur, il était là. Mon lustre. Attends, je suis pas sur la bonne page. Mon cascadeur, il était ici. Le lustre était là. Et puis le lustre commence à descendre. Mon cascadeur commence à monter. Le lustre descend de plus en plus. Et quand il touche le sol, mon cascadeur, il a fait exactement la même distance, puisque la corde est inextensible. Et il est à 9. Donc 9, c'est sa position finale. Et 0, sa position initiale. D'accord. Dans ce premier mouvement-là. Après, justement, on va passer au E, qui visait quelle est la hauteur maximale atteinte par le bonhomme. C'est-à-dire que mon bonhomme, maintenant, on est ici. Et ça, c'est la partie la plus compliquée de l'exercice, où il faut y penser soi-même. On est en 9. Et on continue à monter jusqu'à un certain maximum, et puis on va redescendre. Et donc, moi, je cherche ce Hmax là.
Ici, on regarde donc le mouvement après que le lustre se soit écrasé. Et donc, j'avais mon lustre et j'avais une corde bien tendue liée à un bonhomme. Et puis mon lustre descend et ma corde est bien tendue et liée à mon bonhomme. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, une fois que le lustre va s'écraser au sol, ma corde, elle va plus être tendue en fait. Et donc mon bonhomme, il va plus être tiré par la corde, il va juste monter en l'air, mais sans être tiré par la corde. Est-ce que vous voyez ça? Faut imaginer, je tiens ma corde, je suis tiré vers le haut, et puis tout d'un coup, bah là, ça devient tout mou. Mon lustre ne tire plus sur la corde, il est posé au sol. Donc ma corde ne va plus rien tirer. Et donc, quelles vont être les forces sur mon bonhomme ici, dans ce cas-là? Il va retomber. Il va retomber. Et pourquoi donc? Quelles sont les forces qui font ça? La gravité. La gravité. Donc, à ce moment, on passe en MRUA avec A qui vaut combien? 2,04 toujours. Alors, regarde mes forces. La somme de mes forces, ça doit valoir MA. Et ici, on vient de dire que la seule force que j'avais sur moi, c'était P. Et moins P, hein, puisque mon système d'axe, il est comme ça pour l'instant. Qui est égal à MA. Donc, ça veut dire que l'accélération que j'ai, en fait, maintenant, elle est de moins 10 mètres par seconde au carré. Oui? Non? Donc ici, j'avais une accélération qui valait 2,04 mètres par seconde au carré. Mais dès que la corde a touché le sol avec le lustre, bah, elle est plus tendue. Moi, je continue à monter, mais ma corde, elle n'a plus aucune raison de bouger, de tirer quoi que ce soit, parce que mon lustre s'est écrasé. Et donc là, tout ce qui agit sur moi, de nouveau, c'est 100% la gravité. Il n'y a plus de tension qui me tire vers le haut, juste la gravité. Donc je suis accéléré vers le bas avec 10 mètres par seconde au carré. C'est clair ou c'est pas clair? Même chose. Oui. Est-ce que le bonhomme il continue pas de monter puisqu'il avait une vitesse? Il continue de monter parce qu'il a une vitesse, mais il est accéléré vers le bas. Ah oui. C'est un peu comme si tu lances une pièce vers le haut. Tu vas lui donner une force avec ton pouce ou avec ta main qui la jette vers le haut. Et donc, c'est pour ça qu'elle va aller vers le haut. À un moment, tu l'as jetée vers le haut. Tu lui as donné une vitesse initiale. Mhm. Mais après, elle va décélérer, donc elle va monter de moins en moins vite. Elle va atteindre un sommet et puis elle va redescendre. Exactement comme pour un tir parabolique. Ouais. Et donc, ici, justement, j'ai une vitesse initiale qui vaut combien? 6,06. Qui vaut 6,06 mètres par seconde. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Ça, c'est la vitesse après que mon lustre soit tombé. Donc, c'est la vitesse que j'ai exactement quand je suis à ce point-là. Quand mon bonhomme vient d'être là, que la corde tout d'un coup ne tire plus, je suis à 6,06 mètres par seconde. Du coup, mes équations du mouvement, elles deviennent quoi? Je vais enlever cette partie-là.
Donc mes équations de mouvement, elles viennent quoi? J'ai A égale moins 10 mètres par seconde au carré. Ma vitesse au cours du temps qui vaut quoi? Ici, on a dit que la vitesse initiale, c'était 6,06. 0,6 moins 10 fois t. Exactement. Et donc, ma position au cours du temps, je vais vous réécrire la formule. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est 9. 9. 9 plus 6,06 fois t. Pas moins. Moins 10 fois t. c'est ça. Ok. Alors, je cherche la hauteur maximale. J'ai mes équations du mouvement. Comment est-ce que je fais pour trouver la hauteur maximale? Qu'est-ce que je sais quand je suis à ma hauteur maximale? V égale à 0. C'est ça. Donc, comme je vous disais, chaque fois qu'on cherche un point, on peut soit connaître la vitesse, soit connaître la position. Là, la position, c'est ce qu'on cherche. Donc, pour que ce soit résoluble, il faut qu'on connaisse la vitesse. Alors, une autre possibilité que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on pourrait aussi vous donner le temps. Si on vous disait je suis en haut à tel temps, bah là, on remplace le temps et c'est tout de suite fini. Et donc, je sais que en haut, donc, j'ai la vitesse quand je suis à T max. Donc, j'ai appelé ça H max, la hauteur max. J'appelle donc T max le temps pour arriver en haut. Le temps pour arriver en H max. On sait que ma vitesse là-bas vaut 0. Et ça, c'est égal à 6,06 moins 10 fois T max. Et donc ici, je trouve tout de suite que T max, c'est égal à 0,61 secondes. J'ai arrondi mon 6,06. Ça donne 0,606, donc ça donne 0,61. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver H max, qui est la position à laquelle je me trouve à ce temps max, et donc qui est égal à 9 plus 6,06 fois 0,61 moins 5 fois 0,61 au carré. Et ça, je vais taper ça à la calculette. Ça me fait 10,84 mètres. Donc ici, vous avez un magnifique exercice de cinématique où je trouve d'abord l'accélération grâce à de la dynamique. Grâce à cette accélération, je peux trouver un peu la première partie du mouvement où l'accélération est liée vraiment au système lustre cascadeur. Les 9 premiers mètres, je les fais avec une accélération de 2,04 mètres par seconde carré. Ce qui permet de trouver que quand j'arrive aux 9 mètres, mon bonhomme il a une vitesse de 6,06 mètres par seconde. C'est ce que j'avais fait ici. Ce qui me permet de savoir, ok, comment est-ce que je passe ces derniers mètres? Comment je passe de 9 mètres aux 10,8 mètres? Et bien là, je suis de nouveau en MRUA, mais en chute libre. J'ai une vitesse initiale, 6,06, mais je suis tiré par la gravité vers le bas. Ça fait que je vais monter puis descendre. Et on a trouvé ici, en résolvant les équations, que je monte jusqu'à 10,84 mètres maximum. Et donc, d'après vous, est-ce que ma cascade est possible ou pas? Oui. Oui. Ouais, exactement.
Alors, si on regarde même comment est mis mon bonhomme, vous voyez que ce qui arrive à 10,8 mètres, c'est ses pieds. Et donc, il aura largement la place. Et il faut même que le lustre soit pas beaucoup plus haut. Typiquement, si on mettait le lustre à 10 mètres, là, vous verrez que à 10 mètres, le bonhomme aurait dû lâcher la corde plus tôt. Parce que sinon, il serait monté beaucoup trop haut et il a de fortes chances qu'il se casse les jambes en arrivant. Et donc, là, faire les équations m'apprend plusieurs choses. Premièrement, si je veux réaliser cette scène dans mon film, il ne faut pas que je commence en me disant, bon, bah écoutez, je prends un lustre, je prends la masse au hasard, je prends un cascadeur de masse au hasard, et j'essaye. Et alors là, vous êtes parti pour casser une dizaine de lustres avant que ça marche. Vous n'avez pas envie que votre tournage coûte 3 millions d'euros en lustre. Vous voulez faire un test, à la limite 2 grands maximum, qui marche. Mais en plus, pour des raisons de sécurité, vous n'avez pas envie d'y aller en vous disant, ah mais pour être sûr, je mets mon lustre, je le mets 300 kg à 4 mètres au-dessus. Là, ça veut dire que votre cascade va être très compliquée pour votre cascadeur. Il va devoir lui-même lâcher la corde au bon moment. Alors qu'avec ici les longueurs données, il n'a pas besoin de lâcher la corde. La corde elle-même arrête de le tirer après 9 mètres. Et donc, il peut juste se laisser aller et se concentrer sur atterrir de l'autre côté. Ce qui ne sera pas évident parce que là, vous voyez, pour l'instant, il part juste verticalement. Il n'a pas de composante horizontale pour aller avancer ici. Donc ça, c'est lui qui doit devoir la créer, peut-être en se balançant, ou peut-être juste en se rattrapant ici in extremis au bord, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est déjà bien suffisant pour lui. Et donc, ça semble une cascade bien pensée. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Est-ce qu'il y a des points où vous avez l'impression que maintenant, si je vous demandais de le refaire, vous ne saurez pas le faire tout seul ou... Voilà. Quelles sont vos questions? Je vous écoute. Ou est-ce que ça a bien été? Voilà. Pas de questions, pas de commentaires? C'était facile? Ça va. Vous avez l'air, mais mort de chez mort, hein. Bon, on avance alors? Ouais, Hop, pardon, c'est tranquille. ça marche. Ok, bah on a vu F égale ma, donc la suite c'est de voir M égale I alpha, de voir un peu qu'est-ce qui se passe quand on a une poulie, mais une vraie bonne poulie avec une grosse masse, etc. Ici, on vous dit, voilà, j'ai un aventurier, vous pouvez imaginer Indiana Jones, ce que vous voulez, qui veut descendre au fond d'un puits. Pour descendre, ce qu'il va faire, c'est qu'il a amené une énorme poulie, une poulie de masse 1860 kg, de rayon 1 mètre, et il se jette dans le puits, sachant que mon aventurier fait 70 kg, et il met 6 secondes pour atteindre le fond. Et là, on vous demande, en gros, trouver tout. Ça, c'est une manière élégante de dire trouver tout. On vous demande de trouver quelle est l'accélération de l'aventurier, quelle est la tension dans la corde, quelles sont les réactions au niveau du palier, la profondeur du puits, la vitesse à laquelle il touche le fond, etc. Donc, on va commencer par le début. Comment est-ce que je pourrais, dans cet exercice, trouver l'accélération de l'aventurier? Vu ce qui m'a été donné ici dans l'énoncé, comment est-ce que vous vous y prendriez? On dessine un schéma d'abord. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Donc ici, voilà, là c'est le même énoncé, mais un peu compacté. Donc le schéma. Alors, je vais faire le schéma le plus épuré possible. Donc j'ai une poulie, une corde et mon aventurier qui est accroché à la corde. Et ici, j'ai l'axe de ma poulie. Ma poulie, pour déjà en parler un peu après, elle est fixée sur un palier. C'est quoi un palier?
quand on a des objets en rotation, par exemple ici, si vous regardez la barre là, celle-ci, je vais prendre une autre couleur, on verra un peu mieux. Quand vous regardez la barre ici, ça c'est un arbre de transmission, mais bon, en gros, c'est un cylindre qui tourne. Il faut quelque chose pour accompagner ce cylindre qui tourne. Sinon, il partirait à gauche, à droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle les paliers. C'est ce que vous voyez en bleu ici. C'est ce qu'on appelle un organe pour guider, supporter. C'est là-dessus va s'appuyer mon cylindre. Parce qu'il faut bien le poser quelque chose. Et donc, très souvent, il y a des roulements ici à l'intérieur pour éviter les frottements. Ça aide à guider, à permettre de la rotation, tout en supportant le poids, parce que ceci, ça pèse, ça tire vers le sol, et donc il y aura une normale au niveau du palier. Et en fait, ça bloque même aussi selon X et selon Y. Ça, c'est un palier. C'est ce qui, si vous voulez, c'est un peu par là qu'est fixée votre poulie, pour le voir comme ça. Du coup, quelles sont les forces qui s'appliquent sur ce schéma? Quelles sont les forces que je vais dessiner? Il y a le poids de l'aventurier. Ok. Je vais appeler ça P. Alors, vous voyez, aventurier, c'est la petite masse M. La poulie, c'est la grande masse M. Je vais noter ça PM. P petit m, la masse de l'aventurier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? La tension de la corde. Ok, la tension comme ça? Ouais. Ok. Quoi d'autre? Il y a le poids et la réaction de la poulie. Ouais, voilà. Le poids de la poulie. Et qu'est-ce qu'on entend par la réaction de La normale vers le haut. Ouais, c'est ça. Il y a le palier qui pousse sur la poulie. Sinon, ma poulie, elle sera en train de tomber, hein. Il faut bien qu'elle soit fixée quelque part, et donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui pousse dessus. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Alors, ma poulie, elle est aussi tirée vers le bas par la corde. Mon aventurier est tiré par le haut par la corde de la poulie, mais du coup, moi, je tire la poulie vers le bas. Et donc ici, en fait, j'ai fait de nouveau deux systèmes. Le premier système, c'est la poulie. Et mon deuxième système, c'est le cascadeur. Ou la cascadeuse, hein. Un peu dégueulasse celui. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai mis mes forces? On choisit un axe. Ouais. Dans quel sens? Y vers le haut. Ça marche pour les deux systèmes, pour un des deux, pour... Pour les deux. Ouais. Moi, je vous propose de faire ça aussi. Ici, c'est pas crucial d'avoir des... Quand on a un plan incliné, par exemple, avec une poulie qui vient ici, c'est indispensable d'axes différents. Ici, franchement, comme c'est juste une histoire de dans un sens ou dans l'autre, je trouve que c'est plus simple d'avoir un seul système d'axes. Pour l'instant, je vais pas mettre les origines. On s'en occupera la fois prochaine. Mais je vais juste dire, OK, Y, ça va par là. Alors, idéalement, on pourrait dire que le sol, c'est le 0. Mais ça, ce sera quand on sera plutôt dans la cinématique. Sachant cela, je peux décomposer mes forces. Donc, qu'est-ce que j'ai selon Y pour la poulie? On a P grand M et TM. Comme ça? Euh, Et N aussi, non? C'est moins, c'est Ouais, donc vu mon axe Y qui va vers le haut, c'est moins PM, moins TM.
Plus N aussi. Il y a aussi la réaction. Voilà, mon sol pousse, mon palier pousse sur la poulie. C'est tout. Égal à MA. Non? Est égal à la masse de la poulie fois A, comme ça. Oui. Tout le monde est d'accord ou il y a des questions? C'est pas un petit m fois a? Alors, petit m, c'est la masse du cascadeur. Tu penses que c'est Ah oui, l'accélération ok, du non, non, cascadeur? rien. Ok, non, rien. Ah, donc tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ok, moi j'ai une mauvaise nouvelle, moi je suis pas d'accord. Votre poulie, est-ce que vous avez l'impression qu'elle va accélérer? Est-ce que vous avez l'impression que votre poulie, selon Y, elle va commencer à tomber vers le bas ou à monter vers le haut? C'est alpha. Non. Alors, de fait, c'est alpha dans la deuxième partie. Donc, votre tournée, ça c'est sûr, elle va avoir une accélération angulaire, mais elle ne va pas avoir d'accélération selon Y. Votre poulie, elle est là, elle se déroule, mais elle va pas commencer à tomber comme ça. Ou alors votre cascadeur, ben, il est mort. Donc ici, selon Y, on est en statique. Ma poulie, elle reste bien sagement en haut, elle est fixée. Et donc, la somme des forces vaut 0. Par contre, si l'on regarde les rotations, et pour les rotations, il faut donc ajouter à mon système d'axe un sens de rotation. On va dire que ça, c'est le sens positif, pour prendre ce qu'on prend habituellement. Donc si je fais selon le sens positif, au centre de la poulie, quelle est la somme de mes moments de force sur ma poulie? Sachant que ma poulie, si vous vous rappelez, elle est de rayon R. C'est TM fois TM. Juste TM. C'est Tm Moi, TM. Moi, TM, je pense. moins Tm. Et c'est tout parce que c'est la seule force qui agit. Attention juste, c'est le bras, un bras de rayon R. Oui. Et donc c'est la distance par rapport à l'axe de rotation fois la force. Et c'est de fait un moins parce qu'on tourne dans ce sens-là, ce qui est à l'opposé là. Et ceci, c'est égal à quoi? Moins TM parce que le rayon vaut 1. Oui, mais en termes de formule, tu vois, si je fais la même chose qu'ici, sans résoudre pour l'instant. Égal au moment de force par rapport à P, ou je sais pas comment on va appeler ça. À I alpha. Ça, c'est de la dynamique. On avait F égale ma, mais on a la somme des moments de force qui est égale à l'inertie fois l'accélération angulaire. Alors, il faut juste réfléchir. J'ai défini un sens qui est positif ici. Ma poulie, on s'attend à ce qu'elle tourne dans quel sens? Dans l'autre sens? Voilà, on s'attend à ce que ma poulie, elle tourne. Si j'ai qu'une force qui tire comme ça ma poulie, bah, je m'attends à tourner comme ceci. Donc ici, j'ai moins I alpha. Et donc, c'est là, j'avais envie de rebondir là-dessus, vu ce que vous aviez dit. Ma poulie, de fait, elle est accélérée, mais c'est une accélération angulaire. Et donc, les moments de force sont égaux à I alpha. Mais, par contre, la somme des forces selon Y, c'est pas égal à MA. C'est égal à 0. Il n'y a pas de force selon Y. Je vais faire une petite pause de ce côté-là pour l'instant et regarder un peu ce qui se passe pour le cascadeur. Ce qui se passe pour le cascadeur selon Y. Qu'est-ce que j'ai comme équation? TM moins PM égale à MA.
Oui, et cette fois-ci, mon cascadeur, il est bien en train de tomber, donc on est bien en dynamique. Donc là, pour l'instant, j'écris juste toutes les équations. Et donc, je vais réécrire ce que j'avais écrit l'autre fois. Quels sont les liens? C'est quoi les liens entre mon système 1 et mon système 2? Qu'est-ce que je pourrais dire qui est égal ou quoi? Normalement, la corde, la force de la corde. C'est ça. Ici, en soi, ma corde, si je la regarde juste sur la section qui m'intéresse, de là à là, bah là, elle est tirée vers le bas. Là, elle tire ma poulie. En soi, c'est la même chose. On verra un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme différence. Mais si la corde n'est pas très massive, c'est la même tension. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais dire? On pourrait trouver l'accélération tangentielle et ce serait la même que celui du cascadeur, non? C'est ça. Donc, l'accélération de mon cascadeur, si je regarde un peu, j'ai ma poulie ici, et mon cascadeur, il est ici. Il est sans bras, et il a une accélération là. Mais cette accélération, si je regarde, en fait, c'est exactement comme si j'avais une accélération ici, tangentielle. Donc, l'accélération de mon cascadeur, c'est égal à l'accélération tangentielle à la poulie. Et on a vu un lien avec l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire. C'est quoi le lien entre A et alpha? La vitesse angulaire fois le rayon. Voilà, l'accélération angulaire fois le rayon. Rappelez-vous, pour tout ce qui est chaque fois translation-rotation, c'est juste fois le rayon. La vitesse du rayon, l'accélération angulaire fois le rayon, toujours la même chose. Ça, pour être exact, c'est pas un terme que vous devez connaître, mais c'est ce qu'on appelle la condition de non-glissement, ou de no-slip condition en anglais. Ceci, c'est une supposition qu'on fait que votre corde, elle entraîne parfaitement à la poulie. C'est comme si chaque fois que la corde descend d'un centimètre, votre poulie tourne exactement de ce qu'il faut pour que ça descende d'un centimètre. On a des cas plus compliqués où on a des poulies, on va dire lisses, c'est-à-dire où la gorge, ça c'est une poulie de face, d'accord, mais si je la regarde de profil, ça ressemble à ça une poulie, où là je peux mettre ma corde qui passe. Je sais pas si vous voyez ce que je représente, hein. En soi c'est l'espace ici que je représente. Là il y a un trou pour accueillir la corde. Ben, ça arrive des fois où j'ai des poulies qui sont très bien lubrifiées avec très peu de frottement, etc. Et donc ma corde, en fait, elle glisse parfaitement dans la poulie, ce qui fait que la poulie ne tourne pas. Elle est juste là pour rediriger. Le problème, c'est qu'on a des forces de frottement alors. Mais ce qu'il y a aussi comme poulie, c'est des poulies juste qui tournent avec la corde, un peu comme un yo-yo. Le yo-yo, dès que ma corde se tend, le yo-yo tourne d'autant. Et donc là, on a vraiment un lien entre l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire. Alors, je vais juste mettre mon alpha en haut, comme c'était l'autre système, pour bien faire le lien entre... Ici, vous voyez que j'ai un lien... Ah, je vais le faire là aussi, tiens. Hop, comme c'est un peu plus clair. Pour faire les liens entre mes deux systèmes.
Hop, comme ça, c'est un peu. Voilà. Est-ce que c'est clair ce lien entre A et alpha? Je prends ça pour un oui très silencieux. Ok. Oui. Alors, on se revoit déjà demain. Là, il est 10h30. Donc, je ne vais pas vous demander en juste une après-midi, je ne sais pas à quel point vous avez des cours, de terminer cet exercice. Mais donc, demain, je reprends à partir d'ici. Juste, j'aimerais bien pas passer une demi-heure à faire un rappel. Donc, s'il y avait moyen, je vais mettre tout ça en ligne, comme je vous ai dit sur le live, qu'avant demain, vous regardiez brièvement l'énoncé de l'exercice, se rappeler un peu ce qu'on cherchait, se rappeler de cette poulie, ce palier, des liens. Et comme ça, on repart de ceci. Je dois juste le rappeler brièvement. Et puis, on avance. Ça m'arrangerait. Sinon, je ne vous donne pas vraiment de travail parce que voilà, on est en plein milieu d'un exercice et on est encore un. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cours-ci, le cours de la fois prochaine, ou est-ce que je m'arrête là et je vous souhaite une bonne journée? Au revoir, bonne journée. Ça marche, ben, je vais m'arrêter là alors. Passez une bonne journée À vous aussi. Merci, et merci, à monsieur. très Au revoir. bientôt. Aussi. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Et je serais juste curieux pour ceux qui sont encore là, qui ne sont pas pressés de partir, mais pas obligés.